Je pense que maintenant, on va passer au concret. Oui. Alors, Daniel, chacun se met devant son projet. Hein. On va aller atelier par atelier. Joyce, tu présentes la couveuse. Non. Vas-y, va rester devant ta conche. Ou non, le broyeur. Qui présente le chef? Hein? C'est Daniel. Ah. Daniel. On commence par la couveuse. Non, si c'est la couveuse, c'est Joyce. Bon, la couveuse, c'est le produit phare. Hein. Oui. Donc ça, c'est un exemple de couveuse telle qu'elle se présente. Nous la vendons généralement directement avec la photothérapie. Hein. Oui. Et puis avec le panneau solaire et tout ça. Et ça vient avec un backup comme ça, où il y a donc les batteries. Bien sûr qu'en cas de coupure, ça prend le relais du... Quand c'est la fonction backup. Oui. Mais parfois, ce n'est pas la fonction backup. Ok. Quand c'est solaire, ça veut dire que ça fonctionne 100% comme ça. Ça stocke juste de l'énergie et puis ça en temps réel. En temps réel. Donc même la nuit, quand il n'y a pas de soleil, donc, ça continue. Donc le panneau est dimensionné pour que ça tienne 24 heures sur 24. Comme là, c'est pas connecté à Eneo du tout. Voilà, même le séchoir, s'il est solaire aussi. S'il pleut pendant 3 jours, 4 jours, est-ce que ça fonctionne? La pluie, contrairement à ce que vous pensez, ne bloque pas le soleil. Hein. Peut-être vous le sentez, mais le soleil, il est là. La pluie ne vient pas faire barrage au soleil. Ça peut diminuer légèrement, mais c'est vraiment marginal. Okay. La pluie n'est pas un problème. Et les batteries, l'autonomie? Bon. Donc l'autonomie est dimensionnée pour que sur cette couveuse, ça tienne 24 heures sur 24. D'accord, sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Puisque quand il y a un bébé, il est susceptible de rester en couveuse 3 semaines. La question que je voulais plutôt poser, c'est la durée de vie des batteries. Ça veut dire que lorsqu'on achète par exemple une couveuse dans ces conditions-ci, vraiment ça, parce que c'est pas trituré. C'est pour ça qu'il y a tout ce dispositif pour ne pas laisser l'usager avoir à gérer lui-même. Donc tous les dispositifs de sécurité, nous-mêmes on les a fait dans le box avec un contrôleur de charge de qualité, ainsi de suite. Donc dans ces conditions-ci, après si vous achetez vous-même la batterie, donc vous êtes tout le temps en train de mettre sur les cosses et tout, bon. Il peut arriver, mais à l'hôpital, je ne conseille pas d'essayer ce genre de truc qu'on tripode à la maison. Quoi. Dans le cas de l'hôpital, vraiment, il faut le prendre comme ça, avec son bac, travailler et tout. Du coup, combien d'années pour qu'on se retrouve en train d'avoir peut-être une diminution d'autonomie des batteries ou alors peut-être... Même 5 ans. Hein. 5 ans, d'accord. Même 5 ans, parce que il n'est pas sollicité de manière... Ce qui gêne les batteries, c'est les sollicitations externes qui font que on dimensionne une batterie, on vient charger ceci, on vient charger... Non, lui, il est là avec sa couveuse. On ne branche pas autre chose. Donc, c'est des conditions très confortables pour la batterie, qui n'atteint jamais son cycle de décharge optimal. Donc, pris comme ça, un peu comme si tu aurais ton portable qui est connecté à l'électricité, qui ne descend jamais en dessous de 20-30%. C'est-à-dire même la nuit. Et puis qui recharge peut-être la carte. Donc, tant que ça reste là de manière autonome, tu vois que la batterie nécessairement va durer. Donc moi je dirais, d'ailleurs moi je donne une garantie de 2 ans quand je livre la machine. Ce qui est exceptionnel, hein, toutes les machines que tu connais c'est 1 an de garantie. Je prends le risque de dire 2 ans parce que j'ai confiance en ce que je fais et que je sais que je suis à côté. Donc même la maintenance ne serait pas compliquée. Mais dans mon esprit, c'est une couveuse qui devrait faire 10 ans sans problème. Et le kit solaire, peut-être 5 ans, en se disant qu'au bout de 5 ans, peut-être surtout au niveau du panneau, souvent on ne pense pas toujours à nettoyer la poussière, tout ça. Bon, c'est peut-être là où il peut avoir des problèmes, et puis on renouvelle. Et un appareil, une couveuse comme ça peut coûter combien? Celle-ci par exemple. Alors aujourd'hui, je fais le kit total autour de 4 millions. D'accord. Donc on va dire 1,5 million pour le kit solaire, 2,5 millions pour la couveuse. En version solaire. Si quelqu'un veut une couveuse conventionnelle, 220 volts, parce qu'il ne veut pas, il n'a pas les moyens et tout ça, on peut le faire jusqu'à 1,8 million. C'est 2,5 millions quand il est hybride. Il y a le dispositif pour que tu puisses connecter au solaire, ou même si tu mets à 220 volts, il y a le transformateur interne qui fait quand même que ça tourne comme si c'était au solaire, à basse tension. C'est ça l'idée. Du coup, est-ce qu'il y a plusieurs versions de couveuse ou celle-ci c'est la standard? Alors, il y a jusqu'à fin de cette année, j'avais plusieurs versions.
pour automatiser mes process, je force un peu le marché à cette version, qui est dans hybride, comme eux. Ok. Qui permet que, ok, donc même si tu me dis que tu veux le standard, je force pour te livrer l'hybride, pour qu'on reste quand même à 12 volts, quitte à ce que mon transformateur ramène à 12 volts. D'abord, c'est la version qui est la plus stable, qui donne de meilleurs résultats, qui pose pas de problème de maintenance, qui pose des problèmes qui ne pose pas trop de problèmes de sécurité, parce qu'il n'y a pas de gros courants qui circulent. Et voilà, donc, avant je faisais, mais de plus en plus, je veux ramener, surtout à l'étranger. Oui. À l'étranger, je ne parle même pas des anciens. Bon, au Cameroun, on sait parce que ça a commencé ici. Oui. Mais quand il va à l'étranger, je dis seulement que c'est la couveuse solaire. Je ne parle même pas des autres options pour ne pas me disperser. Oui. Donc voilà, on reste sur la couveuse solaire. Tu peux ajuster le choix de dire, ok, j'achète moi les batteries, machin, bon, si tu veux. Oui. Oui. Puis c'est pas mon métier. Même si tu me confies, j'achète aussi seulement les panneaux, les batteries et tout ça. Et puis voilà, on configure, ça marche. Wow. Magnifique. Du coup, à côté, c'est quoi? C'est le séchoir? C'est un séchoir. Oh, on va dire un dessinateur. Hein. Je t'ai pas présenté Joyce. Joyce est ingénieur sorti de Polytechnique. Oui. Elle doit travailler avec nous. Et donc, ici à l'atelier, elle a coordonné la fabrication ici des couveuses. Voilà. Joyce, tu voulais dire un mot? Pas grand-chose, si vous avez des questions. Peut-être le travail que tu fais au quotidien, il consiste en quoi exactement? Bon, à manager un peu l'atelier de Yaoundé. Coordonner les travaux, planifier et tout. Oui, mais en ce qui concerne la fabrication, quel est l'aspect sur lequel tu interviens? Si un client vient maintenant, il passe une commande de 20 couveuses, quel sera le rôle que tu vas jouer? Le rôle que je vais jouer, c'est plus dans la fabrication de la porte. D'accord. Oui. Et lorsque je finis dans la cour, je peux me rendre utile dans d'autres tâches. Comme par exemple, monter les habitacles ou autre chose. Ok. Oh, magnifique. Oui, donc, elle est plutôt ingénieure mécanique, donc elle intervient plus dans tout ce qui est corps. Contrairement à Daniel, qui va te présenter le séchoir, qui est plutôt électronicienne. D'accord, bonjour Daniel, on t'écoute. D'accord, bon, vous avez devant vous un séchoir alimentaire qui fonctionne avec l'énergie solaire et la source de chaleur c'est le charbon devant, comme vous pouvez voir. D'accord. Alors, il peut y avoir une ambiguïté. Parce qu'on dit énergie solaire et on montre le charbon. Oui. C'est qu'en fait, le charbon donne la chaleur, mais pour que la chaleur agisse, il faut ventiler. Ce ventilateur-là, il marche à l'énergie solaire. Ok. Ça fait que tu es quelque part en brousse, tu ne vas pas manquer le charbon, il y a le soleil, ton séchoir marche. Sans être branché à une prise. Voilà. C'est ça. Donc c'est un duo. Charbon. Et du coup, ça optimise l'utilisation du charbon. Parce que donc la ventilation est beaucoup plus facile. Voilà. Et l'idée pour nous, c'est... Parce qu'il y a un problème sur le séchage, et j'en viens à l'électronique. On échoue beaucoup dans le séchage, parce qu'on le fait au doigt. Un peu comme la cuisine, où on dit que... On ne connaît pas la température exactement. Or, on sèche beaucoup de choses différentes. Tu veux sécher la tomate, tu mets la tomate, c'est pour combien de temps? Tu veux sécher quelque chose de plus dur, c'est pour combien de temps? Quelles sont les différentes choses qu'on sèche très souvent? Les fruits, les légumes, bon, tout ce qui contient de l'eau. Comment on fait pour régler la température? Ok, bon, celui-ci n'est pas encore terminé. D'accord. Le côté électronique, donc sur le côté électronique, comment ça se fait ici? Oui. C'est que je vais arriver à un niveau où tu dis que je suis sécher la tomate. Exactement ce qu'on veut sécher. On a calibré. On est en train de faire des recherches. Là, ils sont en train de mettre de l'ananas. D'accord. On va savoir quel est le temps optimal de séchage de l'ananas pour l'avoir comme il faut. On va enregistrer. La tomate, on va enregistrer. C'est telle sorte qu'on puisse avoir un dispositif où tu peux appuyer l'ananas, tu mets l'ananas à l'intérieur. Et c'est le temps que ça fait pour ça. Parfait. Que tu n'es pas... Parce que tantôt ça brûle, tantôt... Si c'est le gingembre, c'est autre chose. Donc on le fait un peu... Et il y a des choses qu'il faut optimalement pas sécher de manière linéaire. Ou sécher très doucement pour avoir le meilleur. Pas de manière vive. Oui. Tout ça, c'est produit par produit. Nous voulons un séchoir intelligent qui a la capacité, quand il sait de quel produit il s'agit, de savoir quoi faire. Et à la fin, vous avez le produit séché, comme un micro-ondes, que vous paramétrez, ainsi de suite. Du coup, ici, quelle est la capacité? C'est 32 clés. 32 clés. Ça correspond en quoi? En litres? En plein séchage, on peut ouvrir. En litres, pas en litres, ce sont les clés. En plein séchage, on n'ouvre pas pour limiter les... Ah ok, c'est en plein séchage. Oui. Ah d'accord, ok, sorry. Oui, ça chauffe. Ça chauffe carrément.
Mais quand je demandais la capacité, ça veut dire que si je veux par exemple sécher l'ananas dans ce four, on peut mettre quelle quantité d'ananas à l'intérieur? Mais toi tu vois le volume, hein. 32 clés c'est beaucoup. Hein. Mais clé, c'est quoi? C'est les plateaux. Les gens ne sont pas là à l'école. C'est les plateaux oui. En inox, oui. Comme c'est alimentaire, où tu peux déposer les produits pour sécher. Est-ce qu'on les superpose ou on doit poser ça de manière... Non, c'est plusieurs. L'incubateur à œufs, tu pouvais voir tout à l'heure. Oui, ok, d'accord, parfait. Montre l'incubateur à œufs, comment ça... C'est vrai que c'est un autre type. Hein. Ici, il n'y a pas les clés. C'est pas trop différent. D'accord, je vois. Sauf qu'ici, c'est configuré pour les œufs. Oui, alors que là-bas, ça n'aura pas la forme des œufs. Oui. Mais c'est ça. Ok, parfait. C'est des clés comme ça. Donc, du coup, on fait aussi dans des incubateurs automatiques. Donc là, on est sur un incubateur. Oui, pour faire les poussins. D'accord. 21 jours, le poussin sort. Mais là, j'ai envie de poser une question. Est-ce que vous êtes déjà intéressé à la problématique des œufs fécondés? Parce qu'au final, quand tu as ça, après, il te faut les œufs. Oui, on est toujours ça veut dire avoir la ferme. La complexité de l'importation. Avoir la ferme pour avoir les œufs fécondés, oui. C'est pas notre job, à vrai dire. Mais est-ce que si on vient vous voir pour ce job, vous pouvez le faire? Mais c'est tout y réfléchir. Non, on l'a fait même. Hein. Ok. On l'a fait, il faut que je te montre les vidéos. À Bafsam, on prend nous-mêmes nos œufs pour faire nos essais. D'accord. On le faisait avec les poules locales. On a fait tout un projet qui s'appelait Projet Poulet Label, même au niveau génétique, pour voir comment on peut améliorer le cycle de vie des poulets du village, pour que ce ne soit pas si long et que ça devienne de plus en plus compétitif. Et que ça devienne industriel. Voilà, qu'on sélectionne. Industriel, j'aime pas le mot compétitif. Pourquoi parce que la qualité baisse? Pas seulement. Et puis, j'en reviens même à nos valeurs. L'obsession de l'industrie qu'on a tous là, ça nous amène sur un chemin où on sera toujours battu. Quand on dit que, ok, on va aller vers un autre type d'agriculture, et on fait la promotion des énormes fermes de 100 000, 1 million de poulets, c'est des éléphants blancs, on en est fiers, mais ça ne colle pas à notre sociologie. Et la valeur ajoutée, si on fait le fameux index de la population locale, tu vas voir que finalement, on a domestiqué que la main-d'œuvre. Parce que quand tu vas à cette échelle, tu vas voir que jusqu'au bâtiment des poules, ils importent. Totalement. Des batteries, des machins. Après, la façon, c'est fragile. Un jour, on se dit que c'est aviaire, c'est bloqué, ainsi de suite. Tu n'as pas la résilience, tu perds la main, même au niveau génétique, même au niveau même de la prophylaxie, de beaucoup de choses liées à... Pourtant, on a l'espace, on a la main-d'œuvre pour faire 1000 fermes de 10 000 pieds, de 10 000 sujets, qui peut faire vivre bien toute une famille, bien entretenue, avec l'eau qu'on part porter, ainsi de suite. Et donc, de manière générale, un peu comme pour le chocolat, je préfère des petites chaînes qui sont à notre niveau, de 10 au trop 50 kilos jour, où tu dis que, ok, moi je livre le chocolat, la pâte à tartiner à Yaoundé 5, et je le fais moins cher. C'est-à-dire que tu n'as pas trop de charges logistiques, et c'est du chocolat de qualité qui est bien pour la santé. Dès que tu rentres dans le chemin industriel, tu commences à tricher. D'abord, ce n'est plus vraiment le cacao. Et tu vas voir qu'un Libanais va venir là avec l'argent, il va nous battre. Et nous, on cherche toujours à faire la même chose. On concentre au supermarché, enfin, on se met sur le terrain où on a peu d'avantages compétitifs. L'avantage compétitif qu'on a, c'est d'être au maximum dans les petites et moyennes exploitations. C'est ça qui va faire travailler notre main-d'œuvre, c'est ça qui va faire qu'on fasse des produits de qualité, qu'on se différencie. Et on sera puis on est chez nous, ils auront du mal à nous suivre. Donc, même pour les œufs, même pour beaucoup de choses, c'est une philosophie générale que je ne vois pas et qui pourtant, on veut toujours imiter. C'est ça que je dis, on est d'abord battu cognitivement. On pense que pour se développer, il faut faire comme... Il y a un pays qui résume son développement au pont. Donc, on ne sait pas l'état des routes rurales, on ne sait pas le stock des bassins agricoles, on ne sait pas le plantain mûr aujourd'hui. Dans ces pays-là, c'est la folie. Je ne dis pas que chez nous c'est mieux, mais je veux dire qu'il faut voir toujours le développement, pas comme des clichés de vantardises. Il faut voir le développement, il faut mesurer le développement aux conditions des plus faibles. C'est-à-dire, si vous avez résolu le problème de mobilité, quand je dis qu'à Paris on circule bien, je me demande, ceux qui n'ont pas l'argent circulent comment? Je vois qu'ils ont le métro, ils ont le bus à l'arrivée, je dis ouais. Je ne me base pas sur le fait qu'il y a une petite élite
qui a des grosses voitures. Il faut voir la masse. C'est ça le repère du développement. Et si on raisonne comme ça, les choix deviennent différents. L'approche. Je comprends pourquoi tu insistais sur le mindset. Oui, le mindset. Oui. On doit être nous-mêmes. On doit être nous-mêmes et raisonner de quel côté on est bon. Comment ça se passe pour nous. Il ne faut pas juste voir les choses comme des externalités. Parce que quand tu vois comme les externalités, alors ça fait sens d'importer, puisque on peut avoir le même résultat. Oui. Et on va importer éternellement, puisqu'on part de loin. Donc à un moment donné, on a vu avec le Covid que on pouvait fermer les frontières et on vit. Donc aujourd'hui, on peut dire on arrête l'aide au développement. C'est une posture infantilisante. C'est une posture qui nous détruit de l'intérieur, qui nous met dans une mendicité qui ne promet rien et qui nous enferme en fait. C'est-à-dire on prend une partie, on parlait de la pharmacie tout à l'heure. Mais vous pensez que pourquoi il n'y a pas, je n'ai pas voulu développer, pourquoi on n'a pas de médicaments? On n'est pas bête. Mais toi, Claudiel, essaye de faire un médicament. Tu vas voir tous les problèmes qui vont se dresser sur son chemin. Toutes les questions qu'on va te poser. On ne pose pas sur des choses qui viennent d'ailleurs, juste parce que ça, l'emballage. J'ai même envie de dire que ça commence par les professionnels de santé localement. Oui, qui sont embastillés. Oui, on revient au mindset. Oui. Et qui considèrent que fait localement, qualité inférieure. Aujourd'hui, quand je vends une couveuse, j'encourage toujours d'avoir une salle kangourou. Parce qu'après, c'est nous, hein. C'est notre les gens disent que oui, comment tu peux vendre les couveuses et encourager le kangourou? Je dis que non. Je travaille pour la santé. C'est pas pour les couveuses. Le couveuse n'est qu'un objet. Oui. Et j'estime que le contact peau à peau, de la mère à l'enfant, de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai vu depuis que je fréquente les maternités est imbattable. Non, c'est imbattable. Ce n'est pas pour rien que même dans la prise en charge, et je dis que malheureusement, le kangourou, par exemple, n'aurait pas prospéré du Cameroun. C'est-à-dire que les Colombiens qui ont dit que, ok, faute de moyens, on va imiter le kangourou. Si un médecin camerounais dit la même chose, on va dire que non, l'OMS n'a pas, c'est monté, c'est descendu, on va le brider. Mais les Colombiens, ils n'en ont cure. Ils ont résolu leurs problèmes en essayant de faire le kangourou. Et la couveuse ne contredit pas le kangourou parce que le kangourou reste un acte médical. Même dans ce contact peau à peau, le pédiatre a besoin de savoir l'évolution de la température, l'évolution du poids du bébé, ainsi de suite. Et la puissance de notre couveuse... Et même sur le plan cognitif, c'est fondamental pour l'enfant dans sa relation avec sa mère, d'être en contact avec son bébé. Donc, quand je fais le kangourou avec les mamans, comme elle ne peut pas être 24 heures sur 24, on a besoin d'attendre une soeur ou une tante éloignée. Non. Quand elle est fatiguée, elle met le bébé en couveuse. La couveuse est tellement simple, la nôtre, que même la maman sait utiliser la couveuse. Je vais te vous montrer les photos. La maman elle-même le bébé en couveuse à l'hôpital régional de Bafoussam. Elle met le bébé en couveuse elle-même. Et dès qu'elle met le bébé en couveuse, on a la température, on a le poids, ça remonte. Le pédiatre qui se plaignait que les mamans ne remplissent pas les formulaires, les informations en temps réel. Sur son portable, sur les bases de données, ainsi de suite. On construit des solutions locales. Je peux te dire que mon rêve, c'est de faire une néonatologie clé en main. J'ai déjà fait le plan d'une néonatologie type avec 2 conteneurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans les bâtiments, essayer de m'adapter, machin, il y a toujours la cour là. Je dis que non, donnez-moi 100 mètres carrés quelque part. C'est tout. On dépose 2 conteneurs avec les panneaux solaires. On a un espace kangourou, j'y tiens. On a une salle couveuse. On a l'espace dehors où on peut discuter avec la famille en respectant la biosécurité. Parce que de l'autre côté, on a une salle d'eau. Et puis tu as ta néonatologie clé en main. Donc je vais arriver au niveau où j'espère, je vais aller dans les pays, on me dit ok, on veut 100 néonatologie dans les hôpitaux. On fait le budget, on dépose clé en main. Il faut qu'on arrive directement. C'est ce genre d'idée que... Alors, donc du coup là on était sur les couveuses, oui. Ça c'est un vieux projet de table de la viande. Aujourd'hui on les fait beaucoup mieux, hein, mais on les produit plus à l'absent. Oui. La conche. Là on entre dans le chocolat. Oui. Ça c'est Jean-Pierre. Oui. Enchanté Jean-Pierre. Il vient d'avoir ingénieur mécanicien aussi. Oui. Il vient d'ailleurs d'avoir d'être lauréat d'un concours de l'OIF dans le cadre d'un projet, c'est Prinac, non? Oui. Le nom du projet c'est oui, Prinac. Prinac, voilà. Donc il finançait des étudiants, des gens qui ont des projets pour travailler à les universités. Donc lui il est pris pour développer cette conche avec l'école polytechnique de Douala. Donc il va avoir un budget là de 5 millions pour vraiment asseoir son... Mais on a déjà beaucoup travaillé sur la conche de chocolat. Tu peux mettre en marche. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça fait beaucoup de bruit. Et
Et quelle quantité qu'il y a à l'intérieur? La quantité est faite pour 10 kg de chocolat. À la fin, on a 10 kg de chocolat. Maintenant, avec les ingrédients qu'on ajoute, le lait, le sucre, l'huile, le beurre de cacao, donc chacun est prêt à des proportions différentes. Comme le sucre, il est prêt à 1 kg, le lait aussi 1 kg. En fonction de tout ça et de la quantité de cacao que l'on prend, on revient à 10 kg. Donc ici, on ne peut faire que 10 kg de chocolat. Et l'énergie, elle est comment? L'énergie, c'est l'énergie électrique. Oui. Pour l'instant, on a l'énergie électrique. On peut utiliser différents moteurs parce qu'on a fait plusieurs différents modèles. Et ici, on a un moteur monophasé. Bon, on peut utiliser avec le monophasé. Et d'autres modèles, on les a utilisés en triphasé. Ça, c'est sur commande parce qu'on le fait aussi en fonction des clients, des spécifications du client. Donc ici, on a un moteur monophasé. On a eu à faire différents modèles. Et ici, avec toujours les demandes de clients, nous sommes arrivés à celui-ci où le client nous a demandé de pouvoir vider ces 10 kg de cacao sans trop de difficultés. Et nous sommes arrivés au modèle où on pouvait pivoter la solution. Bon, même en marche, on peut le faire, mais on ne sait pas conseiller. Je vais l'arrêter. Donc, comme là, pour vider, on peut juste. Et ici, on bloque les pattes pour éviter que ça ne puisse être en mouvement. Donc, comme je te disais que c'est le client qui fait le produit, on faisait les conches normalement. Quand ça finit, tu dois sortir les chocolats. Oui. Il y a une maman qui nous dit que, mes enfants, votre truc là, ça conche bien, mais à la fin, il y a tellement de travail. Sortir, ça, c'est la magie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? C'est là où on dit, tiens, il faut donc que ça pivote. Donc, c'est le client qui construit progressivement le produit. Même la question des moteurs, hein, les clients, on a des retours qui fait que tu passes d'un moteur à l'autre en fonction de... Comment se fait le nettoyage? Le nettoyage, on peut... l'appareil est démontable. D'accord. Ah oui, après, on va dire presque 80% est démontable. Ici, on a les deux boulons. Et lorsqu'on enlève ces boulons avec des clés, des clés comme celle-ci, donc on arrive à démonter. Et on enlève le couvercle, on enlève les rouleaux. Et on nettoie simplement comme une marmite. Comme la vaisselle? Oui, comme la vaisselle, on la nettoie. Mais comme elle est alimentée aussi, il ne faut pas trop mettre les produits comme ça. Bon, parce que c'est le chocolat. Donc, on peut nettoyer juste à l'eau. Et c'est tout. Et après, on sèche et on remonte. Elle n'est pas compliquée. Donc, l'élément même central, là, nous, on le travaille nous-mêmes avec le granit local. Oui. Les rouleaux qui sont à l'intérieur qui permettent d'écraser. C'est comme un mécanisme de la pierre écrasée. Ici, on a automatisé ce mécanisme. Et le conchage est dans le processus de transformation du cacao pour la réalisation du chocolat est vraiment l'une des étapes les plus importantes. Parce que qu'on voit, on a les caboussages et tout ça. Mais cette étape-ci, les caboussages dans les villages qu'on a, on voit disons les cacaoculteurs qui le font déjà à la main. Mais le conchage, on ne peut pas le réaliser à la main. Ce qui fait que nous sommes obligés de l'automatiser. Et comme c'est l'étape vraiment la plus importante, une des étapes la plus importante, on le réalise donc ici pour pouvoir faciliter la réalisation. Donc après ça, maintenant, on a une autre étape que... Bon, pour expliquer simplement à un novice, concher, ça signifie faire quoi? Concher, comme je l'ai dit, le mécanisme de la pierre écrasée, oui. C'est écraser les fèves de cacao plus ses ingrédients, écraser les fèves de cacao jusqu'à obtenir, avec des ingrédients, le sucre, le lait et tout ce qu'on veut, jusqu'à obtenir la finesse recherchée, oui. Ce chocolat bien. Et du bien coup, lisse. le temps que ça doit mettre? Le temps que ça doit mettre, voilà, ici sur un conchage, parce que là c'est le conchage traditionnel, on a à moyenne, il y avait dit 72 heures, mais 72 heures c'est pas, les 72 heures qu'on donne, c'est pas le temps de fonctionnement complet, puisque avant cette étape on peut faire le broyage, et lorsqu'on réalise le broyage du cacao, ça va plus rapidement, on peut être à 48 heures, et 48 heures c'est, on travaille peut-être de 8 heures à 20 heures, on arrête le lendemain ou encore de 8 heures à 20 heures, donc on est à moins de... Donc on va dire en 2 jours, on peut réaliser un conchage. Mais normalement c'est 3 jours, 72 heures. D'accord. Wow. Avec le Cameroun qui est le 4e producteur mondial et 3e en Afrique, on a de quoi valoriser toute cette richesse alimentaire. Et nous ici, hein, quand je calcule le coût, quand on fait nous-mêmes nos chocolats, nos pâtes à tartiner, je vois vraiment ce qu'on met comme argent et ce qu'on obtient comme produit. Il y a de quoi faire. C'est-à-dire vraiment, à cette échelle-ci, tu peux être très rentable. Surtout si tu ne te colles pas trop
trop de préoccupations d'emballage sophistiqué. Tu es dans une logique de proximité. Donc tu dis que je suis ici à Yaoundé 5e. Les Maguida qui doivent faire, les boutiquiers me connaissent, ainsi de suite. Et puis voilà. Et pour moi c'est ça, des familles qui vivent comme ça. Voilà, ça, vous pouvez gagner quoi, 500 000, 1 million dessus tranquillement dans votre petit écosystème. Et on peut le faire partout comme ça, les petites unités. C'est mieux pour le Cameroun qu'une seule industrie qui bascule très vite. Et très facilement. Et qui ne consomme même plus le cacao, en fait, au final. qui machin, tout ça. Bon, on a une dégustation d'une cliente. Mais ici, là, c'est la pâte à tartiner. Parce qu'à l'intérieur, on peut faire le chocolat mambo, comme on va dire. Bon, ça, c'est notre marque. Chocolat. Et ici, on a la pâte à tartiner. Donc, c'est une expérience qu'on va réaliser. Parce que ici, à l'intérieur, on va dire chocolat, il y a aussi comme ingrédient important arachide grillé pour faire la différence entre le chocolat en tablette et la pâte à tartiner. D'accord. On a une dégustation ici. C'est magnifique. Oui. C'est très bon. Et quand c'est là, Très fin. et quand c'est là, le chocolat peut n'être qu'un support. Quand c'est fait à cette échelle, on peut décider pour des raisons de santé d'ajouter des poudres de moringa, des poudres d'aloe vera, des poudres de je sais pas moi de quoi qui s'avère utile pour la santé. Parce qu'on a la pleine maîtrise du process. Oui, du process. C'est d'abord vraiment du cacao. C'est pas, tu le sens à la texture, que c'est le cacao brut. Avec tous les vertus qu'on connaît déjà au cacao, ainsi de suite. Donc c'est très important. Je préfère qu'on passe directement à tempéreuse, ça va ensemble. Oui, après cette étape de conchage, directement on doit passer à la tempéreuse. Mais très peu de gens le font, malheureusement. Très peu de gens le font, parce qu'il faut déjà les conditions et tout pour pouvoir réaliser. Comme je peux laisser... Alors Duplex, c'est aussi un ingénieur. Enchanté Duplex. Ingénieur en quoi? Mécanique toujours, d'accord. Du coup, la tempéreuse, à quoi elle sert? La tempéreuse, c'est une machine qui permet de chauffer le chocolat. La masse de cacao obtenue après qu'on charge suivant un diagramme de température afin de mettre le beurre de cacao que cette masse de cacao contient sur sa forme cristalline la plus stable, c'est-à-dire pour qu'on ait des tablettes de chocolat quoi. Qui dure. C'est tout. Parce que si les gens ne travaillent pas, après on a dans les tablettes de chocolat, qu'on ne sent pas au niveau parce qu'il faut tempérer normalement. Et ça prend combien de temps? Au bout d'une heure. Là, on peut mettre 5 kg de chocolat. Au bout d'une heure, on peut avoir fini le tempérage. Il y a une structure électronique. Et notre machine, ici. Oui. Notre machine permet de tempérer 3 types de chocolat. Le chocolat blanc, le chocolat noir et le chocolat au lait. Bon, je peux présenter la machine. Oui. Là, elle est allumée par exemple. Là, nous avons notre... Et là, voilà les 3 possibilités. Nous avons un menu. Quelle est la différence entre les 3 au niveau de la machine? La différence entre les 3, chaque type de chocolat, ça trouve de tempérage. Et là, nous les avons programmés à travers un microcontrôleur. Donc, lorsqu'on choisit, par exemple, le chocolat noir, il a sa courbe à lui de tempérage, le chocolat au lait, ainsi de suite. Et bon, et là maintenant, ce ventilateur se permet, lui, il fonctionne en continu. Par exemple, toute l'opération, donc lui permet de ramener la chaleur tout au long, sur toute la marmite. Et là, de l'autre côté, nous avons un second ventilateur. Lui ne s'allume que lors de la phase de refroidissement parce que le processus de tempérage, nous avons d'abord un préchauffage, après un refroidissement, avant un dernier chauffage qui correspond, qui permet de tempérer le chocolat. Donc ce ventilateur, celui ne s'allume que durant la phase de refroidissement. Du coup, est-ce que c'est possible de paramétrer par exemple d'autres variétés de chocolat au niveau de vous connaissez quel contrôleur? À part le lait, je prends un exemple. Les noix, il y en a de plusieurs types. On a les noix peut-être de 80%, 85, 95. Est-ce que pour toutes ces variétés, c'est la même chose? Justement, une étude a été... Justement, c'est la même chose. Parce qu'une étude a été faite par des maîtres chocolatiers. Ils ont dit que pour les chocolats noirs, donc l'ensemble des chocolats noirs, c'est cette courbe-ci qui correspond au tempérage. Au niveau de la pâte. Oui, parce que... Maintenant, après quand on dit 80%, oui, c'est 80% de quoi? Des fèves. Donc, peut-être sorti d'ici, c'est on va faire des dosages. Ok. Mais
Tu dois d'abord avoir la matière première, la pâte qui est noire. Après, tu vas faire le dosage. Et par exemple, tu peux ne pas utiliser cette pâte à 100%. Oui, forcément. Ok, je comprends bien. Et du coup, ça prend quelle quantité? Bon, ça peut prendre jusqu'à 10 litres de chocolat. 10 litres. Mais là, on ne peut que mettre 5 litres par pour que le chocolat, le tempérage soit vraiment bien effectué. C'est un litre. Et une machine comme celle-ci, ça peut coûter combien? Une machine comme celle-ci, elle peut coûter 800 000 francs. Et combien de temps pour la fabriquer? Au bout de 2 semaines. 2 semaines. Ça sert à quoi? Bon, là, ce sont les boutons. Bon, je les ai enlevés. Ah, c'est pas encore monté. Je les ai enlevés à les différents endroits. Parce que je voulais échanger ceci pour mettre des boutons inox comme celui-ci là. Ok, donc c'est pour le chocolat. Distributeur de boisson. Ok. Ici. Alors, ça c'est un peu des machines d'extraction. Hein. Oui. Ça c'est un pressoir. Lui c'est Mbassi. Oui, enchanté. Ça c'est un pressoir pour les jus naturels. Parce que ça va à la base que les jus naturels sont bien pour la santé. Et nous avons mis pour ça une machine qui va nous permettre d'extraire en grande quantité. Parce que celui-ci c'est le petit modèle. Il est capable de nous faire 1000 litres par jour de jus de fruits déjà pressé. Et maintenant, après avoir pressé, on peut pasteuriser. Alors, un pasteurisateur aussi qu'on peut faire, on pasteurise maintenant en bouteille pour pouvoir les mettre au marché. Et elle est équipée d'un moteur électrique 220 volts. Donc pour les courants domestiques, un client peut acheter et placer à la maison pour faire ses propres jus naturels. Et bon, nous avons fait une petite démonstration. D'accord. Ça c'est l'ananas. De ce côté pour permettre de pouvoir prendre le jus qui est propre. Une machine est pour tourner toute une journée sans problème, n'a pas de problème de chauffage, et un moteur pour faire pareil. Comment se fait le nettoyage? Le nettoyage se fait. Il suffit d'arrêter. On va faire entièrement des pour pouvoir accéder facilement au nettoyage. Et là, on peut ouvrir ça, c'est un compte. Les déchets, voici les déchets, mais c'est pas sorti. Oui, les déchets là sortent justement. À la longue, ça doit sortir. Okay, là, c'est assez, ça pousse et c'est ici que ça sort. Ça, c'est un compte de pressuration. Et là, on peut l'ouvrir tout simplement. Et quand on l'ouvre, maintenant, on peut mettre de l'eau à l'intérieur. On démarre la machine. Maintenant, l'eau va permettre à tous les déchets. Un peu comme les moulins écrasés. Effectivement, ça sort. Et maintenant, le reste qui est là, on peut prendre un pinceau, je sais pas trop, et permettre de faire le nettoyage facilement. Et une machine comme celle-ci, combien? Une machine comme celle-ci, comme je vous ai dit, celle-ci c'est la petite, elle peut coûter dans les 750 000 francs. Parce qu'elle est en acier inoxydable. C'est ça qui est conseillé pour les produits alimentaires. Après, tu as les récalcitrants, comme le gingembre. Tu ne peux pas mettre là-bas. Pourquoi? Mais avec ses racines et tout, donc par exemple, un broyeur qui il faut le broyer d'abord. Oui, on le broie maintenant avant de le passer dans le pressoir. Donc ça c'est un broyeur. Oui. Là, ici, là, ça a son début. Ici, quand on permet de mettre progressivement la quantité qu'on veut. Et on règle là. On règle ça.
C'est bon. Gars, tu vois ça simple comme ça. Wow. Maintenant, on peut enlever le reste avec du pinceau. Tu vois ça simple comme ça, mais aucun processus est simple. Les premiers broyeurs vibraient ici la magie. Bon, progressivement, on change. Et même là, on n'est pas encore à la version. Je t'ai pas testé ça pour amener les produits avant, parce que pour moi, c'est encore entre nous. C'est encore entre nous. Du coup, c'est quand on quitte de ce broyeur qu'on va sur cette machine. Si on a ces genres, les fruits, c'est facile. Oui. Mais après, tu as les choses récalcitrantes que tu peux pas presser sans d'abord broyer. D'accord. Le gingembre, vraiment, c'est le prototype. Oui. Avec les racines, c'est dur. Il faut broyer comme ça. Après, tu presses. Et l'intérêt, c'est que tu as donc le jus. Et maintenant, les fibres, là, tu peux transformer en peau. Ou bien tu peux faire des condiments avec. Tu peux, voilà. Et évidemment, on peut aller à l'échelle. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est une unité à petit. Rien n'empêche de faire une fois plus grand. Oui. C'est les moteurs qui changent. Dès que tu as la technologie centrale, dès que tu as validé le concept, le reste, c'est une projection à l'échelle. Oui, tout simplement. Wow. Mais il faut rester, pour moi, à des échelles où tu restes viable. Il ne faut pas investir des dizaines de millions dans l'obscurité. Je préfère que tu aies même 3-4 unités moyennes. La sociologie et l'écosystème de notre économie se prête encore mieux. Tu es plus résilient. Quand c'est petit. Avec une démarche, plutôt que avoir l'obsession de l'usine. Parce que, même culturellement, hein, parce que l'usine, c'est pas que les machines. La culture même de l'usine, c'est très exigeant. Les erreurs se payent cash.
à l'usine, à l'échelle où on a des gens même d'abord négligents dans leur manière d'être. Quand il y a une autre sociologie, c'est beaucoup de choses. C'est pas que le côté mécanique et technique. C'est même la façon de fonctionner des gens. Tu l'aimes au niveau industriel, tu as du mal à les gérer. Hein. Enfin, à être optimal. Oui. Et du coup, tu as fait de gros investissements et puis tu pleurniches. Déjà, l'énergie. C'est une grosse base. Bon, donc. Du coup, ici, c'est avec un marché fluctuant. Oui. Ainsi de suite. Donc, quand tu as fait des choses à l'échelle, c'est comme les gens, je ris toujours l'histoire de. Il y a toujours cette caricature du cul-dent. Oui. Tu vas fabriquer pas le cul-dent. Mais il dit aux gens que la machine normale qui fait les cul-dents, sa production journalière, c'est la production CEMAC sur un mois. Ça veut dire que si tu achètes vraiment la machine, ça travaille 12 jours, ça finit pour l'année. On a fini la production de toute la semaine. Oui, pour l'année. Donc, je ne vois pas seulement comme c'est petit, c'est le bois, machin. Il y a des contraintes économiques derrière qui font que peut-être c'est pas le produit qu'on peut faire de manière la plus viable. Tu risques de faire ton petit truc là, ne pas avoir ni les cuits de qualité, ni le prix le plus compétitif. Parce que ce que le Chinois nous envoie, c'est des trucs de bout de chaîne qui n'ont qu'une valeur marginale pour lui. Et quand tu vois le prix sur le marché, tu comprends. Tu comprends. Donc c'est pas aussi simple que les gens le voient au premier rapport. Et ça, j'apprécie que quelqu'un comme toi prenne le temps de faire voir, d'ouvrir l'esprit des gens sur ces genres de choses. Je vois comment tes capsules aident les gens. Parce qu'on envoie un peu nos jeunes au casse-pipe, on va dire. Dans le circuit formel de ce qu'on appelle l'encadrement des entrepreneurs, comme ils sont à la remorque, comme tout notre système de trucs occidental, mais la locomotive ne les amène pas vers le succès. Donc ils sont des wagons d'une locomotive qui ne va pas du tout en Afrique. Et donc personne ne leur dit les choses qu'ils doivent réellement comprendre pour être en phase avec l'écosystème. Qui commence par les communautés que tu peux créer. Tu as expliqué ça longuement. Est-ce que les gens percutent? Ils pensent qu'ils peuvent être isolés comme ça, bien faire le branding, faire des bons business models Canvas et faire le miracle. Même nos milliardaires font les tontines. Tu veux faire quoi? Tu veux créer quoi? Alors, on accuse la banque qui est montée, descendue. Tu te doutes bien que j'ai interagi avec les banques dans tous les sens. Énormément, j'imagine. Les dossiers. Et puis, tu te rends compte à la fin. J'ai accès au directeur de la banque. Après, je laisse le dossier, je vais le voir. Il dit que l'affaire là, c'est comment? Ça se passe bien comment? Il te sort donc l'argumentation COBAC. Tu comprends que le gars, les mains, en fait, tu lui en veux pour rien. C'est une banque commerciale définie telle qu'elle. Commerce. Dans une zone monétaire qui n'a pas de... Et le commerce dont on parle, c'est import-export. C'est conçu comme ça. Tu viens voir un banquier que voilà, je vais livrer les couveuses. Tu livres à qui? Son ara, il est content. Il attend que tu lui dises donc où tu importes, il te met en place une lettre de crédit. Oui. Tu lui dis que tu fabriques, tu viens de tout gâter. Son système n'a pas prévu ça. Il va faire comment? Parce qu'il devait faire juste une lettre de crédit documentaire avec le fournisseur, ainsi de suite. Il sait que le gars devait faire le certificat d'origine. Et sur cette base, c'est ça que son ara a commandé, donc machin, tout. Quand tu dis que tu vas fabriquer, tu ouvres tout le champ des risques techniques. D'abord, ça veut dire qu'on doit te donner l'argent cash. Oui, puisqu'il faut que tu travailles. Le film commence à être très, très périlleux. Après, tu as l'argent cash. Il se dit, est-ce qu'il va me réussir à fabriquer? Est-ce qu'on va même réceptionner? Oui. Donc, tu n'es pas dans leur équation. Il faut qu'on cesse de raconter des sauts, gars. Tu n'es pas dans leur équation. Quand on fait nos tontines là, tu as des gens de ta génération, des amis. Tu en as qui travaillent à Schlumberger, ils ont de bons salaires, ils sont occupés. Lui aussi, c'est que quand il dépose l'argent à la banque, on lui donne à peine 2-3% par an. Le gars bouffe toujours en dernier. Si c'est la tontine où on vend, il bouffe toujours en dernier et il met même beaucoup d'argent à l'épargne. Oui. Toi, le commerçant, tu en as besoin pour rouler. Tu viens prendre, tu tournes. Tout le monde est gagnant-gagnant. On se débrouille comme ça informellement. Puisque les systèmes formels, on n'est pas dans leur passion. Ils sont pas conçus pour notre... Donc, il faut bien, on se débrouille comme ça. Pour que ceux qui ont de l'argent dormant fassent tourner ça chez leurs amis qui peuvent tourner, rembourser, lui bouffe en dernier. Il sent que le gars de Schlumberger qui a un bon salaire, il se rend compte qu'il fait sa tontine. Au lieu de 20 cycles
La tontine parfois fait 15 cycles. Oui, parce que les gens achètent à beaucoup. Oui. Donc, il voit ce que ça lui rapporte. Il voit l'argent qu'il a mis dans l'épargne. Il voit comment ça tourne. Les gens achètent à des gros montants. Il gagne. Et il dort tranquille. Il n'a pas le temps pour aller faire le business. Mais son argent lui rapporte plus qu'à la banque. Entre-temps, toi aussi, tu en as besoin. Et puis, tu te connais, ta famille, tout ça. C'est ça que j'aime beaucoup Père Fokam. Oui. Il a compris ça. Voilà quelqu'un qui a disrupté dans la finance. Oui. Qui est le truc le plus conservateur. Qui a pu l'adapter à notre, à la culture africaine. Et ce qui se passe, c'est qu'on casse encore ça. On a cassé ça pour dire que machin. Parce que l'idée était simple. Comme vous n'avez pas la garantie, cotisez avec ceux qui vous connaissent. Ça montre que vous êtes crédible. Vous faites votre MCE carré au niveau de votre village, de votre communauté. Si le comité de crédit du MCE carré, où vous vous connaissez tous et vous êtes solidaires, dit qu'on prenne notre argent à tel, lui le banquier valide. Il n'a pas à se casser la tête de dire que tel a le titre, tel n'a pas de titre. Puisque vous vous connaissez à l'échelle du village, on dit que c'est pour faire la ferme. On dit quelle ferme, qu'est-ce qu'il y a encore eu? Est-ce que tu as fait la ferme quand on a vu? On a vu, ainsi de suite. On te prête sur des bases claires, on sait qui tu es. Toi-même, tu as ton honneur parce que quand tu vas prêter l'argent, on ne te connaît pas. Tu as fait aux gens au fondé, vous ne vous connaissez pas. Tu commences à faire le filou. Dans ta communauté, tu ne peux pas. C'est-à-dire que vous êtes à la réunion, vos épouses se connaissent, si tu t'amuses. Donc, voilà comment notre sociologie. Et donc, on doit discuter. Même au niveau des assurances, vous avez vu les histoires de paiement journalier, ainsi de suite. Et c'est là où je dis que le numérique encore c'est une opportunité. Parce que si on raisonne selon notre sociologie, si on s'adapte à nous-mêmes, ces gens peuvent avoir l'intelligence de modéliser, le numérique va les aider. Là où hier c'est peut-être plus compliqué, le numérique va les aider à faire des choses adaptées à chez nous et à être pratiques. Donc on a tout un combat à faire. Notre combat principal, il est cognitif. Nous sommes africains, on a quelque chose à revendiquer. On a quelque chose à apporter au monde. On doit se construire, se structurer en tant qu'Africain. On doit l'assumer. Ce sera ça, oui. Wilfried. Ici, c'est le distributeur, le fameux distributeur. Oui. Électronicienne aussi. Wow. Enchanté. Donc, sur la couveuse, par exemple, elle sera plus en train de faire les cartes électroniques, le câblage, des choses comme ça. On s'y est lancé suite à une drame. C'est-à-dire qu'un matin, on a suivi des informations où une dame perd, je pense, un bébé. Et puis ça fait le buzz dans tout le Cameroun. Et puis, comme on fait des incubateurs pour volailles, on s'est demandé juste, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans la couveuse? On n'avait pas les moyens d'avoir les matériaux adaptés. On a pris la tôle, on a pris les verres, ce qui était à notre portée, et on a fait une sorte de couveuse. Quand un occidental fabrique la couveuse, c'est-à-dire personne n'imagine une maternité qui est à 40 degrés. Pourtant, c'est le cas dans beaucoup de maternités chez nous. La nôtre est technologiquement assinée dans le contexte africain. Nous y ajoutons certains attributs, certaines fonctionnalités qui nous semblent importantes en Afrique. Il m'arrive de passer dans la rue, de voir des mamans qui m'appellent pour me dire « Ah, notre bébé est passé à l'hôpital régional de Bafoussam. On nous a dit que c'est votre couveuse. On me présente l'enfant. » C'est des moments qu'on ne peut pas décrire. J'étais à 7 mois de grossesse quand je me suis retrouvée avec des contractions intenses. J'ai eu la chance justement de me retrouver dans une structure sanitaire où il y avait des couveuses. Moi, je me suis demandé, est-ce que ces couveuses sont fiables? En tant que maman, en fait, on a toujours un petit sentiment d'inquiétude face à certaines réalités. Quand on a eu une coupure de près de 30 minutes, et la petite est encore dans la couveuse, comment ça va se passer? Mais au moins, on m'a rassuré que non, j'ai pas à m'inquiéter. Il y a un relais électrique. Et ouf, j'ai mis la main sur la poitrine et puis j'ai dit ouf, Dieu merci. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que je puisse être dans ma chambre. J'ai pas besoin de me déplacer parce que je pouvais pas encore faire de mouvements. Et que je puisse voir ma fille 24 heures sur 24, toute la journée, via mon téléphone. Vraiment, j'étais... J'avais une joie incroyable, difficile à expliquer, mais je ne pouvais que les manifester par des larmes de joie.